Ben, merci Michel. Je suis Félix Aïtchadé, donc je suis médecin, originaire du Bénin et du Sénégal. Je vais vous parler aujourd'hui de la protection sociale en Afrique subsaharienne. D'habitude, quand je dois introduire un thème, il y a un ami à qui j'en fais part parce qu'il a l'art de me décourager. Et je lui ai dit que je parlerai de protection sociale en Afrique subsaharienne. Il m'a dit, ça tombe bien, tu vas parler de deux fictions. La première fiction, c'est la protection sociale. Et la deuxième fiction, ce serait l'Afrique subsaharienne. C'est vrai que, vu de l'extérieur, l'Afrique subsaharienne peut présenter une certaine unicité. Mais quand on y est, il y a une certaine différence entre l'Afrique sahélienne, l'Afrique côtière, de la côte ouest ou bien de la côte est, de l'Afrique centrale, etc. Donc il y a un certain nombre de différences. Mais en même temps, il y a une certaine unicité. Et cette unicité, je crois que la protection sociale, dont je vais parler, en est quelque part aussi le reflet. Donc l'Afrique subsaharienne, c'est 48 pays, plus d'1 milliard de personnes depuis 2016. En 2100, selon les projections des Nations Unies, ça va être 3,7 milliards et cela constituera 37% de la population active. À l'échelle du monde, le poids économique de l'Afrique est quand même assez faible, hein, on le dira, parce que ça ne constitue que 2,3% du PIB. Et le revenu moyen est de 1 651 $, si on tient compte des derniers chiffres que la Banque mondiale nous annonce. Donc à peu près 10% de ce qui est la moyenne mondiale. Sur le plan géopolitique, il faut dire que depuis les années 80, il y a des institutions qui ont pris le pouvoir en Afrique. Elles exercent véritablement le leadership économique, intellectuel, politique, fixent les agendas. Ces institutions, c'est la Banque mondiale, c'est le FMI, principalement. Ces institutions fonctionnent autour de ce qu'on appelle le consensus de Washington, qui est en résumé la dérégulation, le moins-disant public, le retrait de l'État d'un certain nombre de ses prérogatives. Mais il y a quand même une constance et que les politiques en question s'appellent stratégie de croissance accélérée, que cela s'appelle document stratégique de réduction de la pauvreté, que cela s'appelle initiative pays pauvres très endettés. Tous ont un seul postulat, c'est que les forces du marché favorisent la croissance économique qui elle-même est confondue avec le développement économique. Donc, je disais tantôt que depuis les années 80, ces institutions ont pris le pouvoir en Afrique et les politiques économiques qu'elles ont mises en place, ces politiques économiques ont permis d'avoir en moyenne 5 à 6% de croissance au cours des 15 dernières années. Mais c'est une croissance qui quand même pose problème, en ce sens que c'est une croissance qui n'offre pas beaucoup d'opportunités, qui est nichée au sein d'un certain nombre d'activités et qui ne permettent pas ce qu'ils appellent le ruissellement au sein de la société. Ce qui fait que l'emploi salarié est rare, l'emploi décent est rare en Afrique.
Mais depuis un certain nombre d'années, on nous parle de protection sociale en Afrique, notamment les filets sociaux et la couverture maladie universelle sur le continent comme étant la solution à la crise du financement de la santé. Il faut dire que ça, c'est une longue marche parce que la Banque mondiale, pendant longtemps, n'a pas voulu du tout parler, n'a jamais voulu entendre parler de protection sociale en Afrique. Le tournant a été pris dans les années 1990, quand la Banque mondiale a décidé de publier ses rapports sur la pauvreté en Afrique et dans le monde. Dans ces différents rapports, la Banque mondiale insiste sur le fait qu'il y a un rapport entre la croissance économique et la réduction de la pauvreté. Elle offre une réflexion, elle fait un lien entre la pauvreté qui serait de type macroéconomique et une question d'ouverture sur le marché international. Et donc pour la Banque mondiale, la réduction de la pauvreté, ça passe par une amélioration de la gouvernance économique pour résister à ce qu'elle appelle les chocs externes et pour favoriser l'épargne et l'investissement. Qu'est-ce que le pauvre pour la Banque mondiale? La Banque mondiale considère que la pauvreté ne relève pas du social. Il considère que ce n'est pas une question d'inégalité en réalité et que c'est une question de manque de capital, de ce qu'ils appellent le capital humain, santé, éducation. Et donc, en augmentant l'investissement dans un certain nombre de secteurs, on permettrait aux gens qui sont dans la pauvreté d'accumuler de ce type de capital pour se sortir de la situation dans laquelle les personnes en question sont. Donc, de ce point de vue, pour la Banque mondiale, investir dans le capital humain, c'est permettre d'augmenter la productivité des pauvres. Donc, alors que pendant longtemps, dans les années 1980, la Banque mondiale a dénoncé les programmes de protection sociale, elle les trouvait même injustes à certains égards, et trouvait que tout ce qui est les seules choses qui étaient légitimes, c'était les filets de sécurité et qui étaient réservés aux populations les plus pauvres. Mais ce qui va aussi faire changer d'avis à la Banque mondiale, c'est notamment la crise asiatique de 1997. Et aussi, selon moi, un événement qui n'est pas souvent repris dans la littérature, ce sont ce qu'on a appelé en 2008 les émeutes de la faim. Les émeutes de la faim, ça a été quelque chose de bref, de très violent, notamment dans certains pays, au Cameroun, à Yaoundé et à Douala. Abidjan a été touché, Dakar a été touché. Un certain nombre de capitales ont été touchées par le fait que des populations se sont soulevées sans que l'on sache exactement quel est l'élément déclencheur et que cela aboutit à des émeutes qui ont été violentes et qui ont dû être réprimées avec force. Et la Banque mondiale a, de mon point de vue, compris que les gouvernements qui appliquaient ces politiques pouvaient à tout moment tomber et qu'il était nécessaire pour elles de faire quelque part aussi sa mue et d'opérer une certaine révolution, si on peut dire, en tirant un peu moins sur la leste. Bien évidemment, à côté de la Banque mondiale, il y a eu des organismes qui ont fait des efforts considérables, notamment l'Organisation internationale du travail, l'Organisation mondiale de la santé, pour permettre
la mise en place de systèmes de protection sociale, notamment la couverture maladie universelle en ce qui concerne l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, ce qu'elle appelle la couverture sanitaire universelle. Maintenant, parlons un peu de l'état des lieux. Qu'est-ce que c'est que la protection sociale en Afrique? Et aussi pour montrer qu'il ne s'agit pas totalement d'une fiction, parce que aux indépendances, les pouvoirs africains ont hérité d'embryons de systèmes de protection sociale qui concernaient les travailleurs du public et aussi certains travailleurs du privé qui évoluaient dans des entreprises, de grosses entreprises. Mais toujours est-il que ces systèmes de protection sociale touchaient très peu de gens, moins de 20%. Dans certains pays, c'était moins de 10%. Donc, la compréhension que les gens en avaient, et c'est important à souligner ici, notamment si je prends le cas du Sénégal, en 1973, lorsque le gouvernement votait la loi sur l'Institut de prévoyance médicale maladie pour le système privé, dans l'exposé des motifs, le dernier paragraphe expliquait que la situation que le Sénégal connaissait à l'époque et qui faisait que plus de 90% de la population était dans le secteur dit informel, c'est-à-dire où soit ils travaillaient en milieu rural ou bien ils travaillaient pour des entreprises qui n'étaient pas répertoriées, qui n'étaient pas immatriculées. Donc il expliquait que le gouvernement sénégalais expliquait que c'était dû au retard de développement. Malheureusement, les années 80 et 90 ont montré tout le contraire, c'est que avec l'application des mesures de dérégulation, de libéralisation, l'emploi s'est raréfié. Il s'est raréfié l'emploi décent, c'est-à-dire l'emploi que l'on déclare. Tout simplement parce qu'en temps, le Code du travail a été changé, un certain nombre de dispositions ont été changées, ce qui fait qu'il y avait des contrats où, par exemple, on pouvait employer quelqu'un pendant des années en le déclarant prestataire de service. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes médecin dans un dispensaire, dans le dispensaire, vous êtes obligé d'y être, par exemple, du lundi à 8h jusqu'à 17h, du lundi au samedi, de 8h à 17h, par exemple. Mais malgré ça, vous n'êtes pas considéré comme étant un salarié, mais un prestataire de service. Donc, toutes ces dérégulations ont fait que le nombre de gens qui bénéficiaient de prestations sociales a fortement diminué. Et donc, l'idée que le gouvernement sénégalais se faisait dans le passé, selon lequel le développement ou bien l'évolution, le temps venant permettrait de résorber la masse de personnes qui travaillent dans le secteur informel. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement a été démenti en la matière. Donc, ce que nous avons dans la plupart des pays de la sous-région, de la zone Afrique, c'est que la sécurité sociale est généralement obligatoire pour les travailleurs du secteur formel. Le secteur formel qui emploie très peu de gens. Et encore, hier j'ai entendu quelqu'un parler des grands groupes qui mettent en place des programmes de protection sociale. Mais la plupart du temps, cela ne concerne que les cadres ou bien les ouvriers très qualifiés. Mais les autres activités, elles sont déléguées, elles sont non pas déléguées, elles sont sous-traitées par des sociétés qui, en réalité, ne sont pas réellement immatriculées ou bien qui traitent leur personnel de manière un peu qui ne répond pas aux normes. Donc nous avons une faiblesse du taux de couverture au regard du pourcentage de la population générale, de la population.
Et donc, pour l'ensemble du continent, le taux de couverture moyen est de 6%, alors que la moyenne mondiale est de 25%. Nous avons quand même un certain nombre de pays qui se distinguent dans le lot. Nous avons le Ghana, l'Afrique du Sud et le Rwanda, le Kenya, par un certain nombre d'initiatives qu'on peut considérer comme étant très intéressantes. L'Afrique du Sud, par exemple, est le pays qui consacre la part la plus importante de sa richesse à la protection sociale. La part des dépenses publiques dans l'ensemble des dépenses de santé, par exemple, est la plus importante. Elle est autour de 48%. Presque tous les retraités perçoivent une pension, ce qui place le pays à la tête des pays africains. Au Kenya, nous avons aussi des expériences assez intéressantes, telles que l'expérience de la pension Mbao. Au Rwanda aussi, c'est une expérience assez intéressante de ce point de vue, car cela permet de... ils ont mis en place au Kenya, au Rwanda et au Ghana, ils ont mis en place des expériences qui sont basées sur la fiscalité et qui permettent d'augmenter le nombre de personnes qu'ils ont prises en charge par les systèmes de protection sociale. Quels sont les défis aujourd'hui qui se présentent aux pays africains? Le premier défi, je pense que c'est celui du financement et aussi de la qualité des prestations sociales. Le financement, c'est d'un certain sous-financé. On ne peut pas le bâtir par exemple sur les cotisations. Le moyen le plus efficace, ce serait la fiscalité. Même si, par ailleurs, à l'origine, les systèmes étaient de type bismarckien, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays, c'était de type bismarckien, puisque c'était basé sur les cotisations sociales et patronales, avec l'État qui pouvait subventionner ou jouer le rôle d'arbitre. La situation est telle aujourd'hui que si, par exemple, on veut permettre l'accès au plus grand nombre aux soins de santé, puisque cela semble être la priorité en matière de protection sociale, ce serait de trouver des moyens, et notamment la fiscalité, la parafiscalité, pour financer cela. L'autre perspective quand même qui est en Afrique et qui est important à mon sens, c'est qu'il y a véritablement un combat à mener, un combat d'un point de vue des idées. Ce combat, il est important, pourquoi? Parce qu'on est en train de changer de paradigme. Et je pense un moment qu'après avoir vendu ça en Afrique et en Amérique latine, à un moment ou à un autre, on le vendra en Europe. C'est l'idée selon laquelle la protection sociale ne serait pas liée à la citoyenneté et que la protection sociale répondrait uniquement à la volonté de protéger l'économie. Nous, je pense que les pères fondateurs des systèmes de protection sociale, que ce soit qui sont nés en Europe, Bismarck, quand il mettait ça en place, il disait nous allons faire un peu de social avant que les socialistes ne viennent prendre notre place. C'était la réalité politique qui était derrière tout ça. Et donc, moi j'ai comme l'impression qu'on essaie de nous dire que la protection sociale, elle est importante parce que sa finalité, ce serait de constituer des soupapes de sécurité en cas de choc externe, en cas de difficultés économiques et autres. C'est important peut-être,
Mais ça, c'est secondaire. La raison pour laquelle on doit mettre en place les systèmes de protection sociale en place, c'est que ça fait partie d'un certain nombre, c'est constitutif d'un certain nombre de droits. Cela permet aux gens de se sentir citoyens, et donc c'est lié à la citoyenneté. La stratégie de la Banque mondiale, parce que quand on est, je vais vous lire un certain nombre de... Quand on est en vue d'Afrique, il faut prendre la littérature de la Banque mondiale très au sérieux. Peut-être qu'ici, ce n'est pas le plus important, mais quand on est en Afrique, il faut prendre ça très au sérieux. Et les termes que la Banque mondiale utilise pour parler de la protection sociale sont ceux-ci. La résilience à travers la fourniture d'une assurance contre les effets des différents chocs sur le bien-être, l'équité par le biais de la protection contre l'indigence et la promotion de l'égalité des chances, et enfin l'opportunité pour la promotion d'une meilleure santé. Qu'est-ce que ça signifie? On évacue les mots solidarité, les mots citoyenneté. Donc, on est en train de faire ce que la Banque mondiale nous présente n'a rien à voir avec ce que on peut considérer comme étant en droite ligne de la protection sociale que l'on a connue à travers le temps. C'est pour ça qu'il est important que les partis progressistes, les syndicats, les mouvements sociaux, tous se mettent ensemble pour essayer de contrer cette idée que la protection sociale se justifierait par des questions économiques, se justifierait pour des raisons économiques. Moi, il y avait un philosophe hier ici qui disait qu'il y a aussi des questions de dignité. C'est parce que c'est lié aux droits des hommes, ça leur permet de se sentir dignes, ça leur permet de vivre totalement leur citoyenneté. Et c'est pour ça qu'il est important qu'il y ait une protection sociale dans l'ensemble des pays. J'essaie de voir si je n'ai pas oublié de dire un certain nombre de choses qui me paraissaient importantes. Ah oui, c'est vrai qu'il faut... L'un des défis les plus importants, bien évidemment, pour l'Afrique, c'est de couvrir le secteur informel. Le secteur informel, et notamment le monde rural, où on a quand même 60% à 70% de la force de travail. Voilà pour l'essentiel ce que j'avais à dire sur la question sur la protection sociale en Afrique. J'espère que j'aurais fait mentir mon ami en montrant que ce n'est pas une fiction, qu'elle existe, et que ce que j'ai décrit correspond à une certaine réalité. Merci. Merci Félix.